diapo en anglais parce que j'ai pas eu le temps de traduire. Surtout quand j'avais fait pour le CF. Alors, il y a deux types de shunts. Il y a les fistules directes et puis il y a les pontages, qu'on appelle volontiers des anses, donc grafts en anglais. Les fistules, ce sont les shunts qu'il faut toujours utiliser en première intention. Ce qui n'a pas été le cas en Amérique du Nord pendant très longtemps, ça n'est que récemment qu'ils ont adopté la même attitude qu'en Europe, pour une raison peu louable, c'est que les temps de dialyse sont beaucoup plus longs avec les fistules qu'avec les pontages, donc c'est moins rentable. Voilà, mais enfin maintenant ils y sont revenus parce que c'est ce qui permet, c'est le shunt qui a une durée de vie plus importante, et beaucoup moins de complications. Donc on commence par des fistules radiales, puis quand ça se complique, on monte sur le membre et on fait des fistules brachiales. Et quand les deux membres sont utilisés, c'est donc 4 points possibles, il faut bien sûr que les vaisseaux soient suffisamment développés, mais on passe au pontage. Donc les pontages, il y a plus de complications. Alors, autrefois, il y a eu beaucoup de shunts de dialyse développés dans l'avant-bras, on n'en fait plus, elles sont essentiellement au niveau du bras. Donc il y a deux possibilités, par gauche. Et dernière cartouche, ce sont les anses de cuisse. Et l'anse de cuisse, c'est pas une bonne localisation, c'est un pli de flexion, c'est pas toujours, sur le plan hygiénique, c'est pas extraordinaire, bien sûr. Voilà, donc ça, quand on en arrive là, il faut trouver d'autres solutions et la transplantation en particulier. Vous voyez que le risque de perte du shunt est beaucoup plus bas pour les fistules que pour les pontages. Et ça nécessite beaucoup moins de gestes interventionnels à titre de revascularisation. Donc il y a bien sûr une raison importante à développer des fistules. Alors avant de mettre en place un shunt, les patients, on va leur mettre un cathé de dialyse par voie veineuse profonde, et puis on va leur faire une cartographie. Alors ça, c'est pas forcément nous qui faisons ces cartographies, on l'a fait pendant un moment, et puis on n'a plus le temps, donc ce sont souvent les médecins vasculaires. Une cartographie bien sûr des axes artériels, brachiales, savoir où se situe la bifurcation de l'artère brachiale entre radiale et ulnaire, parfois c'est au niveau du bras, plus souvent c'est au niveau du coude. Et puis l'enregistrement au niveau des artères radiales et ulnaires, qui sont souvent calcifiées, souvent surchargées chez ces patients. Voilà, donc ça fait partie du bilan systématique. Et puis ensuite, il y a le bilan veineux superficiel. Et là, c'est pas très compliqué. Au niveau de l'avant-bras, il faut suivre la veine céphalique, qu'on appelle aussi radiocéphalique, puisqu'elle est sur le versant radial. C'est celle-là qu'on va utiliser pour les fistules radiales. Donc s'assurer de sa présence, de sa perméabilité, de son calibre. Et au niveau du bras, on va mesurer, on va s'assurer de la perméabilité et on va mesurer le diamètre de la veine céphalique et de la veine basilique. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc éliminer des sténoses artérielles, des thromboses artérielles, des surcharges trop importantes, et puis s'assurer de la perméabilité de ces 3 axes veineux. Il y a une grosse différence entre la veine basilique et la veine céphalique, ça a un impact sur les shunts de dialyse. Parce que la veine basilique est toujours beaucoup plus profonde que la veine céphalique. C'est pour ça que la veine céphalique, on la voit sur le bras, alors que la veine basilique, on ne la voit jamais. Ça pose des problèmes quand on fait un shunt brachiobasilique, par exemple, parce qu'il va falloir parfois superficialiser cette veine basilique, parce qu'elle est impalpable, même avec un débit artériel. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que c'est en général le drainage céphalique qui est privilégié. On essaie de mettre un petit garrot pour mieux apprécier le calibre de ces veines. Alors le temps que le shunt soit mis en place, que ce bilan soit fait, les patients vont avoir un cathéter de dialyse en général double lumière, un cathéter de Cano, qui maintenant est implanté par voie jugulaire, avant il était implanté par voie sous-clavière, ce qui était une bêtise. Enfin une bêtise. Ça induit pas mal de complications, puisqu'il peut y avoir des complications sous-clavières, et quand on a des complications sous-clavières, bien sûr, on va voir que le shunt il est mal parti. Voilà, donc là, ils sont toujours mis par voie sous-clavière. Jugulaire, pardon. Là aussi, toujours penser à faire une échographie jugulaire avant de poser les shunts, parce qu'il y a souvent des asymétries très importantes entre les deux côtés, et il faut essayer de la poser là où la veine est la plus volumineuse, si possible, à droite. Alors les fistules sont positionnées comme ceci, c'est-à-dire on garde bien sûr la lumière artérielle, la continuité artérielle, donc c'est une anastomose latérale sur l'artère.
et on va faire une anastomose terminale en coupant la veine, en ligaturant le bout distal pour pas qu'il y ait une réinjection vers la main, et bien sûr biseauter pour augmenter bien sûr la surface du shunt, le diamètre du shunt. Voilà. Donc que ce soit une fistule radiale ou une fistule brachiale, le principe est toujours le même. Donc vous avez ici l'artère radiale, le shunt et le drainage veineux. Alors bien sûr, toutes les fistulos que vous allez voir dans ce cours sont réalisés en général lorsqu'il y a des complications, sinon on ne les fait pas. Donc les veines sont en général plutôt irrégulières comme vous le voyez, et c'est là où siège le plus de complications. Voilà, donc il faut bien sûr, sur une fistule radiale par exemple, il faut bien sûr penser à terminaliser la veine, sinon il y a une hyperpression dans les veines de la main, importante. Quand on explore une fistule radiale, il faut retenir cela, c'est-à-dire que l'afférence à la fistule radiale n'est pas assurée que par l'artère radiale, elle est assurée également par l'artère ulnaire via les arcades palmaires. En général, il y a à peu près 2/3 d'afférence directe et 1/3 d'afférence indirecte via l'ulnaire. Ce qui veut dire que l'artère radiale, ici, va avoir un flux antégrade avant le shunt et rétrograde après le shunt. Donc tout converge vers le shunt. Ça, on va le voir en Doppler, bien sûr. Donc on voit ici une artère radiale qui est augmentée, une veine très pathologique, et vous voyez que l'artère ulnaire est également hypertrophiée, et via les arcades palmaires, va réinjecter à rétro le fistule. Et c'est pour ça que si, par exemple, il y a une artère radiale qui est insuffisante et que si tout est pris en charge par l'ulnaire, on pourrait avoir un phénomène d'ischémie digitale, un phénomène de vol. Donc la répartition idéale, c'est 2/3 direct par la radiale, 1/3 par l'ulnaire. On verra comment on peut détecter des phénomènes de vol. La fistule brachiale, donc c'est pareil. En général, c'est latéro-latéral aussi, ou latéro-terminal. C'est avec une branche du M veineux, toujours au pli du coude. Et en fonction de la branche veineuse que l'on choisit, soit ça va se drainer encéphalique, soit en basilique. Donc ça, c'est en péropératoire que ça se joue. Et les pontages, ils sont positionnés maintenant au niveau du bras ou au niveau de la cuisse. Donc au niveau du bras, ces anses de dialyse sont toujours positionnés à peu près comme ça, c'est-à-dire que l'anastomose artérielle est toujours au pied du coude, parce que c'est là où c'est le plus fixe, c'est le plus facile d'opérer, et de faire une anastomose artérielle, donc au pied du coude. Par contre, l'anastomose veineuse, elle va se faire plus haut, donc là aussi, soit vers la veine basilique, soit vers une veine céphalique. Donc voilà une anse de dialyse avec l'anastomose artérielle, et ici l'anastomose veineuse. Alors ça, on n'en voit plus, donc on peut chanter cette diapositive. Voilà, vous voyez, on faisait des fistules d'avant-bras, maintenant ça ne se fait plus. Et voilà la dernière cartouche, c'est celle-là. Donc c'est un pontage qui est mis en place sur des pédicules profonds, en particulier veineux. Jusque-là, on a toujours fait des anastomoses avec des veines superficielles. Là, on va se brancher au niveau veineux sur la fémorale commune. Au niveau veineux, bien sûr, de la même façon au niveau artériel. Ces anses donc vont circuler en sens anti-horaire lorsqu'elles sont positionnées à droite et dans un sens horaire lorsqu'elles sont positionnées à gauche, puisque la veine est toujours en dedans. Donc ça, c'est une anse qui est pathologique là aussi. Donc on a ici l'anastomose artérielle qui n'est pas très jolie, et puis tout le versant veineux de l'anse qui est très rétréci, avec en plus une sténose relativement serrée ici. C'est à gauche, c'est une anse gauche. Voilà, et quand il n'y a plus ça, c'est le cathéter de Canon, ou la transplantation. Alors, une fois qu'on a un patient qui arrive, il faut savoir comment se positionnent les aiguilles, où sont les points de ponction, où est le shunt. Et c'est pour ça qu'il faut examiner le patient, et c'est assez simple, même s'il a des vaisseaux peu dilatés partout. Ce qu'il faut repérer, c'est le SRIL, la cicatrice. Si on vous dit que c'est une fistule radiale, vous avez une cicatrice ici, la main est là. Vous avez une cicatrice, vous mettez le doigt dessus, il y a un SRIL, c'est normal. Ensuite, vous avez un axe veineux prépondérant, qui est l'axe de drainage principal, même s'il y a d'autres veines qui sont dilatées, ça ne nous intéresse pas, la seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Et sur cet axe veineux, on va avoir deux pôles de ponction. Facile à voir. Il y a les trous. Puis c'est dilaté souvent. Alors le pôle qui est le plus proche du shunt, c'est ce qu'on appelle le pôle artériel. C'est là qu'on va mettre l'aiguille artérielle, et pendant les dialyses, on les positionne toujours
en rétrograde, c'est-à-dire contre le flux. Ça va permettre d'aspirer le sang pour le faire passer dans le dialyseur. Et le pôle le plus proximal par rapport au bras, ce sera le pôle veineux de réinjection du sang épuré, et bien sûr on met les aiguilles toujours en antégrade pour réinjecter le sang. Et entre les deux, on a un segment intermédiaire. Donc, une anastomose, un drainage veineux, un pôle de ponction artérielle, un segment intermédiaire, un pôle de ponction veineux, et ensuite le reste du drainage. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut examiner, c'est la seule chose qu'il faut suivre. Et il faudra le suivre jusqu'en haut. Et c'est ce qu'il faut faire comme ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous allez faire un screening, un balayage en écho-doppler de tout le shunt. C'est plus facile en coupe transverse qu'en coupe longitudinale. Là, je l'ai fait volontairement en coupe longitudinale, je l'ai reconstruit. En fait, on part de l'artère, on peut faire un enregistrement spectral au niveau de l'artère, mesurer les résistances, s'assurer qu'il n'y ait pas de sténose sur la partie terminale. On ne fait pas tout l'axe artériel, loin s'en faut. Donc on regarde cette partie-là. On va mesurer le shunt, qu'on voit très bien, ça c'est une fistule brachiale. Ensuite on a le début du drainage veineux, un pôle de ponction proximal, c'est le pôle de ponction artérielle, ici, un segment intermédiaire, un pôle de ponction veineux, et ensuite le drainage veineux jusqu'à la clavicule, jusqu'à la sous-clavienne. Voilà, il faut regarder tout ça. Et vous faites une échographie morphologique. Vous pouvez même ne pas faire de spectre. Vous faites de l'échographie vasculaire. Pour s'assurer que vous n'avez pas de sténose. Et les sténoses, on les voit. Alors bien sûr, vous allez allumer le Doppler. Donc ce sera fait en mode B, mais surtout en mode Doppler couleur, parce que c'est beaucoup plus simple. Ça nous permet de mieux voir la lumière. Voilà, donc on fait un balayage. Sur les pontages. Alors sur les pontages, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois, vous allez avoir deux cicatrices. Là, il y a le creux axillaire, l'avant-bras est ici. Vous avez l'anastomose artérielle au pli du coude, l'anastomose veineuse un peu plus haut, on la voit un petit peu ici. Toujours pareil, on va avoir une aiguille proximale en rétrograde pour aspirer le sang vers l'anastomose artérielle, c'est celle-là. Et puis l'aiguille veineuse, plus proximale, positionnée en antégrade. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors bien sûr, elles sont plus proches l'une de l'autre parce que souvent il y a la possibilité de ponction est plus étroite. Alors là, dans ce cas particulier, vous devez avoir deux zones de thrill, bien sûr. Pas de thrill sur tout le segment, toute la longueur du pontage, et deux zones de thrill. Donc ça donne ça, il faut explorer l'artère, suivre le pontage. Ça c'est un pontage récent, comme vous voyez. Un pôle de ponction artérielle, un pôle de ponction veineuse, un segment intermédiaire et deux anastomoses. Ça, c'est l'image du PTFE, qui a toujours cet aspect, c'est du cortex, donc avec ces trois lignes, hyper-échogène, hypo-échogène, hyper-échogène. Donc quand il est neuf, en général, on le voit très bien sur les deux parois. Au niveau des pôles de ponction, on verra s'altérer considérablement la paroi antérieure du pontage. Voilà, donc là aussi, on cible les zones clés, qui sont nos deux anastomoses, nos deux pôles de ponction, mais on va faire un balayage, bien sûr, de tout l'axe vasculaire jusqu'à la sous-clavière. Alors les spectres, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pathologique, c'est toujours pathologique. Un shunt, c'est pathologique. Donc, séparer le pathologique normal du pathologique, c'est compliqué sur ces shunts de dialyse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont écrit des tas de choses absolument incompréhensibles sur le Doppler en shunt de dialyse, à vous écœurer. En fait, ça ne sert pas à grand chose. Je vous montrerai quand est-ce qu'on utilise le spectre. Toujours est-il que sur l'artère afférente, au lieu d'avoir des hautes résistances, on doit avoir des basses résistances, puisqu'il alimente un shunt. Et dans le shunt, on va également avoir des résistances qui vont baisser. Et puis, au niveau de la veine de drainage, souvent, on n'a pas tout à fait la même pulsatilité qu'au niveau artériel. On a une pulsatilité artérielle, mais avec un flux qui est relativement turbulent. Voilà. Je ne fais aucune mesure, en dehors éventuellement de l'index de résistance sur l'artère. Donc c'est très angiographique. Donc voilà une coupe qui passe par, parce qu'il faut toujours repérer le shunt, voilà une coupe qui passe par la fistule radiale. Vous voyez que vous avez un segment d'artère qui est rouge, un segment d'artère qui est bleu, donc on est tout à fait ici.
C'est-à-dire que le segment qui est rouge, c'est le segment d'artère radiale proximale qui va alimenter le shunt, et ici, en bleu, le segment d'artère radiale distale qui a un flux inversé, qui va également alimenter le shunt. Et vous voyez que chez ce patient, en fait, on a une répartition inverse, c'est-à-dire qu'on a une prédominance du flux ulnaire par rapport au flux radial. Ce qui normalement n'est pas le cas, mais il n'avait pas de phénomène de voie. Voilà, si vous voyez ces deux couleurs, c'est tout à fait logique. Alors, ces shunts, l'objectif de la surveillance et de nos examens, c'est de faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Voilà, c'est la survie du patient. Il faut que la perméabilité soit préservée aussi longtemps que possible. Donc bien sûr, il y a des suivis cliniques, et ça ce sont les néphrologues qui les assurent. Nous également, on va regarder, on va palper, on va regarder, avant de commencer un examen, ça oriente tout de suite sur certaines complications. Et il y a également un suivi qui porte sur les paramètres fonctionnels des dialyseurs. Parce que les dialyseurs, c'est ce bazar-là. En fait, il y a surtout deux paramètres qui nous intéressent. C'est le débit de pompe et la pression veineuse. Alors, débit de pompe, c'est le débit avec lequel le dialyseur aspire le sang. Et la pression veineuse, c'est la contre-pression qui est mesurée au niveau de l'aiguille veineuse, donc la pression de réinjection. Donc vous comprenez bien que si par exemple il y a un défaut d'alimentation du shunt, le débit de pompe chute. S'il y a un obstacle veineux en aval, la pression monte. Donc ce sont deux paramètres extrêmement importants. Ils sont faciles à retenir en plus. Débit de pompe c'est 200-250, pression veineuse c'est 100-150. Donc si ça diminue en dessous de 200 pour la pression, le débit de pompe, ça veut dire qu'il y a un problème d'afférence. Si la pression veineuse augmente au-dessus de 150, 200, c'est qu'il y a un problème de contre-pression. Donc un obstacle. Voilà. En général, on a ces informations. Les néphrologues, ils suivent tout ça régulièrement. À chaque dialyse, ils mesurent ça. Ils mesurent aussi des temps de recirculation. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est pas nous qui faisons ça, mais plus le temps de recirculation est long, plus ça veut dire que le débit de fistule est bas. Le débit de shunt est bas. Alors, quelles sont les indications justement pour réaliser un examen échographique du shunt? On pourrait se dire qu'il faudrait faire une surveillance systématique. La réponse est non, parce que ça demanderait beaucoup trop de travail, bien sûr. Et puis surtout, ce sont des contraintes pour les patients. Les patients déjà ils vivent très mal le fait d'aller dialyser 3 fois par semaine. Si en plus on leur dit il faut rester 1 heure ou 2 heures de plus pour faire un écho de femme, bon bref, ils en ont marre, ils ne veulent pas. Et ils ont raison. Donc on ne fait pas de suivi systématique. Alors, par contre, on a des indications. Alors, il y a avant la dialyse, quand on a mis en place le shunt, bien sûr, il peut y avoir des raisons pour réaliser un examen écho-Doppler. Ça arrive assez rarement. Alors, par contre, lorsque la fistule ne se développe pas, lorsqu'on a l'impression que très rapidement on a une pulsatilité trop importante d'un segment vasculaire ou une diminution de tension également, alors tout ça également on va le retrouver après les débuts de dialyse. Des sites avec un SRIL anormal, des développements de collatérales très importants, des collections, un œdème, ou alors disparition de la pulsatilité qui fait craindre bien sûr une thrombose précoce. Pendant la dialyse, les infirmières peuvent avoir des difficultés, c'est-à-dire soit elles n'arrivent pas à canuler. Si elles n'arrivent pas à canuler, ça veut dire qu'il y a un problème sur leur point de ponction, et il va falloir qu'ils changent peut-être de point de ponction, et là on peut les guider, et on peut trouver des raisons à ces difficultés. Souvent c'est parfois des épaississements de parois, ce sont des caillots à coller. À ce moment-là on peut leur mettre une petite marque sur la peau, arrêter de ponctionner là, et ponctionner plus haut, plus bas, à cet endroit-là. Ça règle le problème. Donc un flux qui est diminué, une pression qui est augmentée, un temps de saignement qui est augmenté quand ils sont obligés de comprimer pendant trop longtemps, une recirculation qui est ralentie, voilà. Et puis des débits qui sont plus faibles. Un petit peu en retard. Je commence tout ça. Ici. Oh, ça va. Je me dépêche. Voilà.
Alors, on fait l'examen morphologique donc, de tout le shunt, ce que je vous ai dit, on regarde les index de résistance sur l'artère. Quand c'est supérieur à 0,6, ça veut dire que le shunt ne fonctionne peut-être pas très bien. Alors les mesures de débit ne sont pas systématiques, on le fait que si on nous le demande, parce qu'il y a des variations extrêmement importantes sur ces shunts. Sur les fistules, vous voyez que les débits rapportés vont de 300 à 1000 millilitres par minute. Sur les pontages, vous voyez, c'est 900 à 1300. Donc, quelles sont les valeurs seuil critiques qui font craindre une thrombose? C'est assez difficile à dire. En tout cas, en dessous de 300, c'est sûr que ça ne débite pas assez. Ça, c'est clair. Donc, on ne le fait pas systématiquement. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a utilisé pas mal ces shunts. Vous voyez que sur des anses, on perd le PTFE sur la paroi antérieure parce que sur le pôle de ponction, on a toutes ces altérations pariétales liées aux ponctions itératives. On peut même avoir plein de micro-anévrismes. On peut avoir sur les veines des épaississements pariétaux, des épaississements de valvules. Bon, tout ça, je dirais, c'est le vieillissement normal de ces shunts. Alors les collections. Les collections sont très rares, souvent ce sont des hématomes précoces après mise en place des shunts. Lorsqu'il y a un examen qui est motivé par cela, parce qu'on le perçoit cliniquement, c'est la chose la plus importante, c'est de voir si ça retentit sur le shunt. Ici on a un hématome, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de retentissement sur ce shunt, sur cette anse de dialyse, avec une petite accélération, mais le diamètre est tout à fait satisfaisant. Les abcès sont possibles, à ce moment-là il faut parfois les reprendre, les lymphocèles tout à fait exceptionnels. Autre anomalie sont les dilatations anévrismales des pôles de ponction. Et quand ils deviennent trop importants, on peut être amené à les réséquer chirurgicalement, à les affaisser. Ils sont souvent le siège de caillots à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ici ce gros anévrisme, il y a un caillot important. C'est ce qui peut amener à l'aspiration de caillots pendant que les infirmières mettent en place les aiguilles. Très souvent, on a des anévrismes qui sont tout à fait acceptables. Ce sont de petite taille, qu'on voit parfois qu'en profondeur. Dans la mesure où il n'y a pas trop de caillots et qu'il n'y a pas de problème de ponction et qu'il n'y a pas de compression du shunt, a priori on peut les laisser bien sûr comme ça et ne rien changer. Alors, le problème principal, ce sont les sténoses. Les sténoses, elles sont liées à l'hyperplasie myointimale. Cette hyperplasie myointimale, on la rencontre là où il y a un flux trop important par rapport à la structure pariétale vasculaire qui reçoit ce flux, c'est-à-dire surtout les veines, ou les anastomoses veineuses, donc essentiellement les veines et les anastomoses. Ça commence très vite, vous voyez ici ce shunt qu'on a vu tout à l'heure en échographie, cette anse de dialyse, on est au niveau de l'anastomose, il s'interrompt ici, vous voyez il y a déjà un début d'hyperplasie myointimale, et chez ce patient, vous voyez que cette hyperplasie myointimale a considérablement progressé avec là déjà une sténose qui est de l'ordre de 60%, si on prend le calibre de référence ici de l'anse elle-même. Le problème de ces sténoses, c'est qu'elles vont faire le lit de possible thrombose. Et c'est tout le problème, détecter les sténoses suffisamment tôt pour les revasculariser avant qu'il y ait une thrombose brutale. Parce que la thrombose brutale, ça diminue les chances de survie du shunt, même si on les revascularise, avec Marc Saint-Paul. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sténose significative à risque que l'on doit traiter? A priori, on part du principe que ce sont des sténoses qui font plus de 60%. Alors, comme les vitesses sont très variables dans ces shunts, et c'est là qu'on va faire un enregistrement écho-doppler, si on voit un rétrécissement en couleur, là, on va faire un enregistrement spectral. Et ce qu'on va faire essentiellement, c'est un rapport de vitesse, c'est-à-dire qu'on va mesurer la vitesse avec correction d'angle, bien sûr, sur un segment de calibre normal, et on va faire la même chose sur le segment le plus rétréci. Et si le rapport des vitesses dépasse 3, a priori, on a un pourcentage de sténose qui est supérieur à 60%. Ici, c'est 60% qu'il faut voir. Voilà. Ça ne se fait pas, les mesures morphologiques. Voilà, et plus ce rapport de vitesse est important, plus il y a un pourcentage de sténose qui est important. En dessous de ce seuil de 3, en général, on ne revascularise pas, éventuellement on surveille, bien sûr. Alors, pour chercher les sténoses, il faut s'aider des problèmes fonctionnels. Si les néphrologues vous disent qu'il y a une diminution du débit de pompe inférieur à 200, ça veut dire que le problème se situe en amont de cette aiguille artérielle, c'est-à-dire soit sur l'artère elle-même, soit sur l'anastomose, soit sur le segment veineux proximal jusqu'à l'aiguille. Forcément. Donc c'est là qu'il faut prêter attention. Donc c'est tout ce segment-là qu'il faudra bien explorer. A l'inverse, alors voilà un exemple. Donc il y avait une diminution de débit de pompe chez ce patient, ça se comprend très bien. Il y avait des signes de sténose sur l'artère radiale.
Et vous voyez qu'effectivement, il y avait des sténoses très, très importantes sur cette artère. Ce n'est pas le plus fréquent. Donc, je vais passer sur les exemples. À l'inverse, si vous avez une augmentation de la pression veineuse au-dessus de 150 mm de mercure, voire au-dessus de 200, ça veut dire qu'il y a une sténose, vraisemblablement un obstacle, en distalité, en aval du pôle veineux. Donc le problème se situe là-haut, pas là, là-haut. Donc il faut partir du pôle veineux, de toute façon on regarde tout, hein. Il faut prêter particulièrement attention à tout ce segment veineux jusqu'à la sous-clavière, c'est-à-dire ici. Voilà. Et c'est le plus souvent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils nous disent, ça y est, la pression augmente de dialyse en dialyse, suivent tout ça. Tout est répertorié, bien sûr. Voilà, donc en voilà un exemple, c'est notre anse de dialyse, hein, avec une sténose très serrée au niveau du segment veineux. Et là, on est sur l'anastomose veineuse. Effectivement, on a des vitesses élevées avec quelque chose qui sont beaucoup plus perturbé que d'habitude, mais l'objectif beaucoup plus en mesurant le gradient de vitesse, et vous voyez que ça dépasse largement 3. Après, il faut faire attention, alors ça aussi c'est une anastomose veineuse, hein, pareil, vous voyez, on fait la mesure de vitesse sur l'anse normale, et puis sur l'anastomose sténosée. Ici, on a un rapport qui est largement supérieur à 3. Il faut faire attention au segment intermédiaire, parce que s'il y a une sténose sur ce segment intermédiaire, il n'y aura pas de problème débit de pompe, il n'y aura pas de problème d'hyperpression veineuse. Donc là, il n'y aurait que le SRIL. Et la palpation d'un SRIL en dehors d'une zone d'anastomose est toujours pathologique. C'est pour ça que, avant de commencer l'examen, c'est très clinique. Hein. On palpe le SRIL du shunt et on remonte. Et si on sent un SRIL quelque part, il y a une sténose. Donc on est déjà bien orienté. Ou alors s'il y a une diminution de la tension entre un segment et un autre. En général, on trouve un SRIL entre les deux. Voilà. Donc faire attention à ce segment intermédiaire. Ça, c'est un exemple de sténose du segment intermédiaire qu'on voit bien ici. Ça, c'est son shunt brachial. Et vous avez l'aiguille artérielle ici, le pôle de ponction veineux là, et regardez la sténose qui est entre les deux. Effectivement, elle était bien visible ici, avec un rapport de vitesse là aussi supérieur à 3. Voilà, vous voyez que c'est toujours pareil, on ne fait pas beaucoup d'hémodynamique, on fait surtout du morphologique, c'est très clinique et morphologique. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans cette activité. Un piège, enfin une difficulté, c'est ça, ce sont les sténoses des veines centrales, parce que là on n'a plus accès aux veines centrales par voie ultrasonore, par la technique ultrasonore. C'est favorisé souvent par les cathéters centraux qu'on a positionnés le temps que le shunt se développe. En général, il y a de la clinique, c'est-à-dire il y a un œdème du bras, il y a une collatéralité proximale qui se développe à la racine du membre. Ça évoque bien sûr tout à fait une sténose des veines centrales. Donc, dès qu'il y a un œdème du bras, de toute façon, on fera une fistulographie. Alors l'échodoppler dans ce cas-là, il va éliminer quelque chose sur l'ensemble du membre et va essayer de trouver s'il peut des signes en faveur d'un obstacle veineux central, mais de toute façon il y aura une fistulographie. Alors ce qui nous sert, ce sont les signes indirects. Ça, ce patient, il avait une sténose sous-clavière, impossible à voir sous la clavicule, bien sûr. Par contre, ce qui nous a permis de dire qu'il y avait un obstacle en aval, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez les veines collatérales, au lieu de rejoindre la veine sous-clavière, elle fuit la veine sous-clavière. Donc un reflux des veines, le flux se disperse pour shunter la sténose. Voilà, donc vous avez une inversion de flux dans les collatérales, comme on le voit ici pour aller shunter la sténose. Donc ça évoque bien sûr une sténose sous-clavière. Et si la sténose se situe au niveau du tronc brachiocéphalique, ce qui est souvent le cas, vous voyez ce patient, la sous-clavière, tronc brachiocéphalique, ben si c'est bouché là, le flux ne va pouvoir être détourné que par là, c'est-à-dire vers la jugulaire, et vous avez une inversion du flux jugulaire, et ça se voit très bien. Ça c'est la jugulaire, elle a un flux rouge, positif, au lieu d'être bleu, du fait de la sténose, puis il y avait des collatérales périclaviculaires, du crésus claviculaire. Voilà, donc un reflux dans les veines centrales. Voilà, donc peut-être que je vais m'arrêter là. Alors bien sûr, tout ça c'est fait pour éviter que ceci arrive, c'est-à-dire les thromboses. Le diagnostic de thrombose c'est très facile. Cliniquement c'est facile, en général ils vous disent il y a sûrement une thrombose, mais c'est pas toujours vrai. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la longueur de la thrombose, l'étendue de la thrombose, qui va nous donner une idée de la difficulté qu'on aura éventuellement à revasculariser le shunt. Donc c'est essentiellement ça. Vous voyez que le flux artériel est redevenu un flux normal, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de shunt. Et on regarde jusqu'où remonte la thrombose. Le phénomène de vol, qui peut donner des ischémies très importantes au niveau des extrémités. Alors c'est pas très simple, le seul signe dont on peut se servir, c'est ça, c'est le reflux holodiastolique.
Quand vous avez un reflux diastolique, ça veut dire qu'en systole, le sang avance et en diastole, il est réaspiré par le chien. Les reflux diastoliques, c'est toujours pareil, soit c'est un problème d'aval, soit un problème d'amont. On a vu dans les thromboses veineuses des transplants, il y a un reflux diastolique parce qu'il y a un obstacle d'aval trop important, donc ça bute, ça avance, ça recule. Là, c'est un problème d'aspiration en amont, ça avance et c'est réaspiré. Voilà, ça on le fait sur les artères digitales, de manière à authentifier ce vol. Et lorsqu'on a une fistule brachiale, on le fait sur les veines, sur les artères au poignet, artère radiale, artère ulnaire, lorsqu'il y a une fistule brachiale. Voilà, il y a des gens qui font de l'angioscanner, nous on n'en fait jamais. Il y a des gens qui font de l'angio-IRM, nous on n'en fait jamais, mais sachez que c'est toujours possible. Voilà, donc vous voyez quelque chose, enfin, une approche qui est très clinique, qui est très simple. Au début c'est un peu troublant, un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on a compris, c'est extrêmement répétitif, c'est clair. Et on arrive en général à répondre aux préoccupations des infirmières ou des médecins, et aussi, c'est-à-dire savoir si ça saigne trop, c'est qu'il y a une pression élevée, il y a une sténose, s'il y a des caillots, on va trouver quelque chose. Enfin, voilà, on arrive à répondre et à leur proposer des solutions.